Pierre Grosbeau, je suis chirurgien orthopédiste à la clinique Charcot, donc c'est à l'ouest de l'agglomération lyonnaise, sur la commune de Sainte-Foy-les-Lyons. On est 4 associés à faire de la chirurgie orthopédique spécialisée que dans la pathologie de la colonne vertébrale. Ce soir, c'est le dépistage, le pronostic et le traitement orthopédique de la scoliose idiopathique, à savoir qu'on fera prochainement une conférence aussi sur le traitement chirurgical de ces adolescents et après sur la vie adulte aussi, avec ou sans intervention bien sûr, mais en tout cas sur la scoliose une fois évoluée à l'âge adulte. Donc juste une petite base de définition pour ceux qui ne sont pas complètement à jour là-dessus, qui auraient envie de redéfinir la scoliose. La scoliose est donc une déformation de la colonne qui inclut une rotation vertébrale. C'est ce qui fait que cette déformation est en 3 dimensions, parce qu'on va retrouver forcément une inclinaison de vertèbres, donc une déformation qu'on va identifier dans le plan frontal en regardant de face, que ce soit l'adolescent ou la radio, mais il faut qu'on inclue une composante de rotation pour pouvoir identifier une scoliose avec une composante structurelle, une déformation en 3 dimensions. Cette scoliose, elle est majoritaire dans la zone thoracique, puis en zone thoracolombaire et en zone lombaire. Par ordre de fréquence, c'est le thoracique qui est le plus impacté. Et tout ça va induire un déséquilibre de la posture, un déséquilibre global, puisque le tronc va être déformé, la posture va être modifiée également. Et tout ça va être soumis à un phénomène évolutif, c'est la croissance pubertaire. La croissance va exercer des contraintes sur la scoliose pendant toute la période de puberté. Un phénomène à connaître qui participe grandement à cette scoliose, c'est le principe de Wetter-Volkmann, qu'on pourrait aussi appeler cercle vicieux finalement de Wetter-Volkmann, qui fait qu'une scoliose va s'auto-entretenir. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a une courbure vertébrale, ici sur le cercle, on va retrouver des charges, des contraintes asymétriques sur la colonne, puisque la concavité de la scoliose va être soumise à une hypercontrainte et au contraire, la convexité va être soumise à moins de contraintes, ce qui va induire un déséquilibre de force, donc une asymétrie de croissance, qui peut induire ensuite une modification morphologique et anatomique des vertèbres, puisque les plaques de croissance entre les vertèbres ne vont pas grandir de manière symétrique, et ceci va finalement aggraver la courbure, et ainsi de suite. Le schéma se reproduit, et ça de manière indéfinie. La croissance pubertaire, elle est définie ainsi avec ce graphique dit de Duval-Beaupère, du nom de la personne qui l'a décrit initialement. À gauche, on retrouve l'angle de la scoliose. À droite, la vitesse de croissance en centimètres par an, croissance du rachis. Et en bleu, l'évolution naturelle finalement d'une scoliose en l'absence de traitement. On va voir que cette scoliose, elle est inexistante chez le nourrisson, puis elle peut survenir progressivement au cours de la vie pré-pubère, et puis ensuite, pendant la puberté, cette scoliose, si on ne fait rien, elle va forcément évoluer de manière très importante et très rapide. Pourquoi ? Parce que finalement, le nourrisson qui n'a pas de scoliose, il a une vitesse de croissance très élevée et qui ralentit petit à petit dans sa vie avant 5 ans. Donc le rachis a beaucoup grandi, il grandit moins vite. Et puis toute cette période entre 5 ans et 10 ans, schématiquement, la vitesse de croissance du rachis est finalement stable, quasiment identique. Et puis d'un coup, on va accélérer cette croissance pubertaire. Le rachis va grandir plus vite au moment de la croissance, en général 2 ans avant les premières règles chez les jeunes filles. C'est un bon repère. Et ensuite, jusqu'à 2 ans après les premières règles, puis diminuer en fin de croissance pour atteindre à peu près 1 cm par an. C'est là qu'on est un peu plus tranquille sur la vitesse de croissance pour le suivi. Donc tout ça, c'est important de bien le comprendre puisque ça va influencer d'abord le dépistage avec le diagnostic et ensuite, bien sûr, le traitement. Les filles et les garçons grandissent pas exactement de la même, enfin, en tout cas pas au même moment exactement. De la même manière, ça c'est vrai, pas exactement au même moment. Les filles grandissent plus tôt avec une puberté un peu plus précoce. Et donc, on va voir ce pic pubertaire s'exercer entre 11 ans et 15 ans, schématiquement. Donc, ça va durer à peu près 4 ans. Le rachis va prendre la majorité de la croissance. Un enfant, une fille va grandir à peu près 18 cm pendant ce pic de croissance pubertaire. Un garçon va grandir d'environ 20 cm. Et dans les deux cas, la majorité de la croissance se fait dans la colonne. On va voir quand on mesure la taille assise, qui nous permet de s'affranchir des membres inférieurs, la taille assise va grandir de à peu près 11 cm chez les filles et 12 cm chez les garçons. Donc, la majorité de la croissance du squelette se fait dans le tronc pendant ce pic de croissance, avec le sommet du pic à 13 ans chez les filles, d'accord, à peu près autour de l'âge des premières règles, et chez les garçons, plutôt décalé de 2 ans, avec un pic à 15 ans, et une fin de croissance à 15 ans chez les filles, et puis à 17 ans pour les garçons.
À connaître également pour pouvoir suivre ces enfants, la maturation squelettique. On va pouvoir définir des stades, 10 stades de Risser qui sont facilement identifiables sur une radiographie de face de la colonne puisqu'on peut voir le bassin. Et donc les stades prépubères sont les enfants Risser 0 quand le cartilage de croissance de la iliaque n'est pas ossifié. Et puis petit à petit, l'ossification va se faire. Elle va se faire d'avant en arrière, d'accord, de grade 1, 2 et 3. Le cartilage va s'ossifier progressivement. Et puis ensuite, il va se fermer à partir de l'épine iliaque postéro-supérieure. On appelle ça Risser 4 en début de fermeture. Et quand il est complètement fermé au niveau de l'épine iliaque antéro-supérieure, on parle de Risser 5. C'est un squelette adulte. Le cartilage de croissance est totalement fermé. Donc, tout le stade prépubère se fait finalement en Risser 0. À partir de Risser 1, on obtient en général chez les filles les premières règles. Chez les garçons, on est déjà à 15 ans et demi. Chez les filles, on est à 13 ans et demi. Et ensuite, tous les 6 mois, on va prendre un stade de Risser en plus. Et tout ça va nous permettre petit à petit de donner des informations pronostiques sur la fin de l'aggravation de cette scoliose et probablement la fin du traitement lorsqu'on a besoin de faire un traitement par course. L'examen clinique et le dépistage, ça va être retrouver finalement la rotation vertébrale. Où est-ce qu'on peut retrouver la rotation vertébrale sur l'examen clinique pour pouvoir facilement dépister une scoliose? Ce qu'on sait, c'est que cette rotation va induire une asymétrie du tronc dans la zone où elle s'exerce, principalement en zone thoracique, donc une asymétrie autour de la cage thoracique, mais ça peut être plus bas dans les lombaires, ça peut être plus haut également en zone cervico-thoracique. Donc, qu'est-ce qu'il faut rechercher? Des choses très simples. Examiner l'enfant. Alors, on avait une question avant qu'on commence, mais examiner l'enfant, si possible, en sous-vêtements. Voilà, en avertissant bien tout le monde, les parents, que c'est normal. C'est un examen de la posture, c'est un examen global. On est obligé de déshabiller l'enfant pour pouvoir voir aussi bien le bassin, d'accord, hein, le bassin, il faut voir, si le bassin est horizontal, il faut voir toute la posture. Donc, les enfants sont en sous-vêtements. On va chercher un déséquilibre de la posture. Est-ce que l'enfant est parfaitement aligné ou est-ce qu'il est déjà de travers quand on le regarde? Et est-ce qu'il y a une asymétrie du tronc? Cette asymétrie en zone thoracique, thoraco-lombaire ou lombaire. Tout ça, ça passe par l'inspection. Il y a finalement très peu de choses à aller chercher, peu d'outils. Simplement en regardant, on a le diagnostic. La symétrie, si elle est dans le thorax, on va retrouver la fameuse gibbosité, c'est le plus évident, hein, la recherche de gibbosité avec une asymétrie du grille costal à l'arrière du grille costal, une asymétrie des épaules au-dessus de cette gibbosité et éventuellement une asymétrie plus bas située au niveau du pli de la taille. La première chose à s'assurer, c'est que le bassin est droit, d'accord? À partir du moment où le bassin n'est pas droit, si les fondations ne sont pas droites, globalement, la colonne ne peut pas être alignée dessus. Si la colonne est droite sur un bassin oblique, l'enfant est complètement de travers, il y a une anomalie. Mais la plupart du temps, il y a une compensation avec un bassin oblique pour avoir les épaules droites au-dessus du bassin, mais il y aura une courbure induite spontanément. Cette courbure, c'est pas forcément une scoliose, c'est juste une courbure de compensation, il n'y a pas de rotation. Et ce qu'on voit par exemple avec cette adolescence, c'est que si on remet avec une talonnette sous le pied, on remet le bassin à l'horizontale, on peut retrouver un rachis équilibré au-dessus. D'accord? Donc ça, c'est le fondamental, c'est d'éliminer une anomalie dans les membres inférieurs, une inégalité de longueur, ce qui est quand même très fréquent. Donc à ce moment-là, il faut bien compenser. Ensuite, on va chercher la fameuse gibbosité. La gibbosité, on peut la voir en position penchée en avant, d'accord, comme c'est le cas sur cette diapositive en bas, à gauche. La gibbosité, elle affirme finalement la rotation vertébrale, c'est-à-dire qu'on a une vraie scoliose structurelle, on n'a pas simplement une attitude scoliotique, on n'a pas simplement une inclinaison de vertèbre, on a une inclinaison et surtout une rotation. On peut également la rechercher en position assise avec la même manœuvre, on fait pencher en avant, c'est très simple. En position assise, on sait que le bassin il est droit, on est assis sur les ischions, le bassin est aligné, on n'a plus les membres inférieurs, on fait pencher en avant, c'est très très simple, et on peut retrouver facilement une gibbosité. Alors quand c'est caricatural comme celui-là, hein, c'est très simple, il n'a jamais été regardé ni par ses parents ni par personne a priori. Il est arrivé en fin de croissance avec une scoliose très déformante, très inesthétique. Et donc lui, il a toutes les composantes d'un déséquilibre. Hein. Il a la posture, il n'est pas aligné, lui, au-dessus du bassin, les épaules sont de travers, le pli de taille est asymétrique. Quand on le fait en penché en avance, c'est évident que la gibbosité, elle est énorme et personne ne peut la rater finalement, mais il faut croire que lui, personne ne l'a vu avant. Quand c'est comme ça, pareil, c'est évident. On a une jeune fille avec une double courbure, la gibbosité, elle est présente en zone thoracique, d'accord, ici, mais elle est également présente en zone lombaire. On a deux courbures, une gibbosité thoracique, une gibbosité lombaire, c'est assez évident. Finalement, tout le monde peut la retrouver et c'est presque trop tard quand on a des gibbosités comme ça. On passe finalement après la phase de dépistage et là, on est obligé de faire un traitement souvent un peu plus lourd. C'est là que ça devient plus difficile et c'est d'ailleurs plus intéressant.
de chercher une gibbosité minime chez un enfant qui paraît être parfaitement aligné. Quand on regarde cet enfant prépubère, les épaules sont alignées, le bassin, il a l'air bien horizontal, les membres inférieurs, on a l'impression qu'il n'y a pas d'anomalie non plus. On regarde la taille, c'est plutôt symétrique. Et c'est là que c'est intéressant, c'est que la position penchée en avant va révéler une petite gibbosité. D'accord ? On a cette asymétrie du tronc, et c'est là que la radiographie sera intéressante pour rechercher une courbure. Donc, c'est ces enfants-là qui sont les plus intéressants à dépister, c'est-à-dire les prépubères, à partir de 9 ans jusqu'à 11 ans, là, avec le plus souvent des jeunes filles, très majoritairement les jeunes filles. C'est là qu'on a un diagnostic d'inspection qui est intéressant, de prendre le temps de regarder debout, penché en avant, assis, penché en avant, etc., pour rechercher tout ça. Donc les asymétries, on en a parlé, ça peut être la taille, ça peut être les épaules, en tout cas c'est le tronc qui est déformé, la rotation vertébrale qui induit tout ça. On peut chercher un déséquilibre postural plus global avec un fil à plomb, un examen assez simple aussi, ça coûte pas cher, on a un fil tendu à partir de l'épineuse de C7. Normalement, quand on regarde un enfant de dos, à partir de l'épineuse de C7, le fil à plomb, il doit passer schématiquement par l'arrêt des fesses, qui est en plein milieu. Si on a un fil à plomb qui passe sur le côté, on a déjà un déséquilibre de la posture, un enfant qui, dans le plan frontal, n'est pas équilibré. Et ça, c'est probablement sa scoliose. De la même manière, de profil, le fil à plomb, il doit être à peu près aligné et réparti avec des flèches qu'on appelle flèches sagittales, c'est-à-dire des distances que l'on mesure, qui doivent être harmonieuses. Et si la scoliose déforme également le profil, on peut avoir soit un dos plat, c'est-à-dire une scoliose qui va aplatir la syphose, ou au contraire, des phénomènes de syphoscoliose, et donc une aggravation de la syphose, comme c'est le cas avec cet adolescent qui a un dos très rond, avec une syphoscoliose. Qu'est-ce qu'on doit rechercher d'autre ? On doit interroger l'enfant, interroger également la famille. Est-ce que la vitesse de croissance s'accélère ? On peut regarder les courbes sur le carnet de santé, c'est toujours intéressant de voir dans quelle catégorie l'enfant est classé, et puis voir si la courbe évolue rapidement. Interroger s'il y a déjà des scolioses dans la fratrie, c'est assez fréquent, qu'on ait une grande sœur avec une scoliose, et la petite sœur là également. Est-ce que la maman, ou la grand-mère, ou les tantes, est-ce que dans la famille, on a des scolioses présentes? Et surtout, est-ce que si on parle d'une jeune fille, est-ce qu'elle est réglée, d'accord? Parce que ça va nous donner des informations sur le pronostic et la vitesse de croissance, comme on en a parlé juste avant. Et est-ce qu'il y a des signes fonctionnels? C'est-à-dire, est-ce que l'enfant se plaint de douleur, de raideur? Est-ce que cet enfant, il est finalement pas vraiment asymptomatique, ou est-ce qu'il est complètement asymptomatique? Et est-ce qu'il y a un retentissement sur la vie quotidienne? Une scoliose douloureuse peut faire arrêter le sport à un enfant. On peut avoir un retentissement, un enfant qui se plaint au quotidien. Et est-ce qu'il y a d'autres signes physiques, notamment un examen neurologique de base, des réflexes, des choses très simples pour voir s'il y a une anomalie, quelque chose qui nous paraît pas complètement normal. L'examen cutané, est-ce qu'il y a un syndrome malformatif? Est-ce qu'on a des enfants qui ont également d'autres malformations? Ça peut arriver. Ce qu'il faut retenir avec ça, c'est que la très, très grande majorité des scolioses, 90% des scolioses, sont des scolioses idiopathiques sans autre cause. Il n'y a pas de malformation, pas de maladie neuromusculaire, il n'y a pas de syndrome tumoral, il n'y a rien qui soit sous-jacent. C'est une maladie finalement qui n'a pas d'étiologie si ce n'est la croissance. Et donc à retenir que finalement, ce sont des enfants en bonne santé. C'est les enfants qu'on suspecte pas, qu'on voit, enfin pas moi, mais en tout cas qu'un médecin généraliste ou un kinésithérapeute peut voir pour un examen systématique, pour un autre problème, une rééducation pour une entorse de cheville chez le kiné. Finalement, on peut se permettre d'examiner le dos de l'enfant s'il est en phase de croissance. On peut, pourquoi pas, retrouver une gibbosité. Et de la même manière, sur un médecin généraliste qui voit un enfant de manière annuelle pour un certificat d'aptitude au sport, eh bien, on peut retrouver une gibbosité et se lancer dans la recherche de la scoliose. Quels examens paracliniques faut faire? Il n'y en a pas 50, il y en aura un seul, c'est ce qu'on appelle la radiographie EOS, c'est la radiographie de la colonne en totalité sur une machine qui est une technologie intéressante puisqu'elle peut faire l'acquisition de la face et du profil en une seule acquisition avec très peu de rayons X, c'est-à-dire 10 fois moins de rayons X qu'une radiographie standard. Donc ça reste fondamental aujourd'hui sur l'exposition aux rayons X pour des enfants qui seront probablement suivis sur le long terme avec des radios répétées. Cette radio nous permet de faire une analyse de face et de profil, donc on pourra confirmer la scoliose, on pourra la classer, et on pourra aussi mesurer la position du bassin, la position globale de la colonne, et bien définir cette scoliose. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on mesure une scoliose, il faut la mesurer de manière fiable et répétée au même endroit. Et pour ça, on a défini des angles, l'angle qu'on appelle angle de Cobb, qui lui est défini entre la vertèbre limite supérieure et la vertèbre limite inférieure. Ce sont les deux vertèbres les plus inclinées aux extrémités de la courbure. Et la vertèbre dite apicale à l'apex, qui est la vertèbre la plus éloignée de la ligne médiane. Donc, quand on décrit une courbure, on peut
d'écrire un angle de Cobb avec tant de degrés de, par exemple, T12 à L4 avec une vertèbre apicale en L2. Voilà, tout ça, il faut essayer de bien le décrire pour pouvoir répéter la mesure et comparer les radios au fur et à mesure du suivi. Ce qui est intéressant, c'est de mesurer la rotation vertébrale. Avec un examen assez simple comme la radio, on peut finalement déjà imaginer l'ampleur de la rotation et donc l'ampleur de la gravité, si je puis dire, de la scoliose. D'accord? Une courbure, elle est quantifiée avec son angle, mais aussi sa rotation. Et donc, on peut, en regardant une radio de face, identifier normalement les pédicules des vertèbres qui sont schématisées par les deux yeux. D'accord? Si la vertèbre représente un visage, on a le nez ici qui est l'épineuse au milieu des deux yeux. Et on va voir qu'en montant dans la courbure, et notamment à l'apex, cette vertèbre qui est la plus loin de la ligne médiane, on voit que ici le pédicule il est parfaitement identifiable, alors qu'au contraire de l'autre côté, le pédicule n'est plus identifiable, il est très ovoïde, avec l'épineuse qui est décalée et qui n'est plus entre les deux yeux, et ça c'est donc un facteur de rotation vertébrale. Et si on faisait un scanner, ce qui a été le cas chez cette personne, probablement en préopératoire, il y a eu un scanner, et on peut mesurer une rotation vertébrale très importante. Mais cette rotation-là, qui fait 30 ou 40 degrés, on peut déjà l'estimer sur une radio de face. Ensuite, il y a des classifications qui permettent éventuellement de classer la rotation, mais schématiquement, radiographie EOS, mesure de l'angle de Cobb et estimation de la rotation vertébrale, ça nous permet déjà d'avoir beaucoup d'éléments de diagnostic. Donc, on a dépisté, on a examiné l'enfant, on a trouvé une asymétrie, on a repéré finalement, on a suspecté la scoliose, on l'a confirmé avec la radiographie EOS, on a affirmé son caractère structurel. Si cette scoliose, elle intègre de la rotation vertébrale, alors c'est une vraie scoliose avec de la déformation en 3 dimensions. Et maintenant, il va falloir classer la scoliose pour savoir à quelle catégorie elle appartient. Aujourd'hui, comment on fait pour classer la scoliose? Il y a une classification qui est devenue la référence, qui est une classification américaine, mais tout ça pour pouvoir faire de la publication scientifique et puis parler tous le même langage, mais finalement, c'est une extrapolation des anciennes classifications qui étaient plutôt européennes. On va voir qu'elle n'est pas si compliquée que ça, même si là, au premier abord, ça vous paraît peut-être un petit peu lourd. Globalement, on va pouvoir définir 6 types de scoliose en fonction de leur localisation, donc de 1 à 6, et 3 critères d'ampleur de la scoliose dans le secteur lombaire. Est-ce que le secteur lombaire il est fortement impacté? Parce que ça a quand même un intérêt pronostique, ça. Donc, on classe la scoliose de 1 à 6. Et est-ce que cette scoliose elle a un retentissement lombaire A, B ou C? Je vous montre comment on fait. On regarde la radio de face et on va localiser la courbure. La courbure, soit elle est en zone thoracique proximale, c'est-à-dire que son apex va être situé entre T3 et T5, soit l'apex est en thoracique moyen entre T6 et T11, d'accord? Donc on a découpé le thoracique en 2 parties, le thoracique proximal et le thoracique moyen. Soit l'apex il est en zone thoracolombaire, T12 et L1, soit il est en zone lombaire, en dessous, donc de L2 à L4. Et là, on a 4 secteurs possibles pour la courbure. On a localisé la courbure. Ensuite, on va définir l'atteinte du secteur lombaire. On trace une ligne verticale sur la radio qui part du sacrum et qui monte verticalement. Cette ligne qui passe au milieu du sacrum, soit elle passe au milieu de la vertèbre apicale lombaire, donc entre les 2 pédicules. C'est-à-dire que sur une courbure thoracique, on a une contre-courbure en dessous. Cette contre-courbure, elle est traversée au milieu en classe A, c'est-à-dire que le secteur lombaire, il est peu impacté. Soit cette ligne verticale, elle touche la vertèbre, mais à l'extérieur des pédicules. Alors là, on parle de modificateur B, c'est-à-dire que le secteur lombaire, il est déjà un peu impacté. Et soit la verticale ne touche pas du tout cette vertèbre à l'apex de la courbure lombaire. Et dans ce cas, on a une forte déformation lombaire consécutive à la scoliose. Ensuite, on regarde le profil sur la radio. L'enfant, il a soit un dos harmonieux, c'est-à-dire une syphose normale, entre 10 et 40 degrés, soit il a une hyposyphose, soit il a une hypersyphose. En dessous de 10 degrés, on parle d'hyposyphose. En dessous de 40, on parle d'hypersyphose. C'est des valeurs qui sont un peu simplistes, mais ça permet au moins de classer le profil. Et donc voilà, en conclusion, comment on fait? On regarde la radio de face. Soit on a une courbure thoracique moyenne, le plus fréquent, c'est-à-dire la type 1, c'est une courbure thoracique. Soit on a 2 courbures thoraciques, une en thoracique proximal, une en thoracique moyen, et on appelle ça une double thoracique. Soit on a 2 courbures, mais il y en a une en thoracique
une en lombaire, on appelle ça une double majeure, c'est comme ça qu'on les appelait avant également. Cette fameuse scoliose avec deux grandes courbures en S qui sont à peu près symétriques, on appelle ça une double majeure. Le type 4, c'est la patiente ou le patient qui a trois courbures, deux en thoracique, une en lombaire ou en thoracolombaire, on appelle ça une triple majeure. Et la 5, c'est la courbure lombaire ou thoracolombaire isolée. Et après, ils ont créé une sixième catégorie pour une courbure lombaire avec une autre courbure thoracique. Finalement, celles-là, elles sont les 3 et les 6. Si on regarde bien, ce sont à peu près les mêmes. On a deux courbures, c'est juste qu'il y en a une, c'est la thoracique qui est dominante, on en parle de type 3. L'autre, c'est la lombaire qui est dominante, on parle de type 6. Mais globalement, c'est à peu près équivalent en termes de comportement. Ensuite, on applique le modificateur lombaire pour savoir si c'est A, B ou C en fonction de l'ampleur de la déviation lombaire. Et ensuite, on classe le profil en normal, moins ou plus, en fonction de la syphose. À titre d'exemple, ici, on a une courbure thoracique avec un apex entre T8 et T9, donc c'est une thoracique moyenne. Ici, on a un apex plutôt L1, c'est donc une thoracolombaire. On va regarder sur ces radios la verticale depuis le milieu du sacrum. Ici, le secteur lombaire, il est touché au milieu entre les pédicules. On a donc une courbure thoracique moyenne avec un modificateur lombaire qui est A. C'est une 1A. D'accord? On a une seule courbure thoracique moyenne avec une contre-courbure qui est peu impactée. C'est une 1A. Au contraire, sur celle-là, on a une courbure qui est plutôt en zone avec un apex en thoracolombaire. La zone lombaire, elle, la courbure lombaire, elle n'est pas touchée correctement par cette verticale du sacrum. On parle donc de type 5, donc thoracolombaire ou lombaire, avec un impact majeur, puisque forcément c'est une courbure lombaire, donc l'impact majeur, il est C. Donc c'est une 5C. Donc avec tout ça, on a examiné, on a fait la radio, on a pu confirmer la scoliose, affirmer son caractère structurel, et maintenant on a décrit, on a classé radiologiquement, on peut donc évaluer le pronostic en fin de croissance. Comment on fait? On va se baser sur plusieurs éléments, et notamment ce qu'on a déjà vu plus haut, c'est-à-dire le stade de Risser, et ce fameux pic pubertaire pour essayer d'estimer où on est dans le pic pubertaire, pour connaître un petit peu le reste à grandir, et donc finalement le reste à s'aggraver pour la scoliose. La décision thérapeutique, elle sera fonction de plusieurs critères. Premièrement, la maturité squelettique, le stade de Risser. Bien sûr que si c'est un Risser 0, avec une scoliose qui est déjà diagnostiquée et évolutive, il va falloir traiter. Le pronostic évolutif, ça va être l'âge, la puberté, les premières règles. Si on est tôt dans la puberté, bien sûr qu'il va falloir se méfier. L'importance de la déformation, plus on débute avec une déformation importante, plus le risque évolutif sera important. D'accord ? Les objectifs qu'on se fixe quand on va traiter les scolioses pour éviter de les opérer, c'est globalement 40 degrés pour le secteur thoracique et 30 degrés pour le secteur lombaire et thoracolombaire, puisque ces secteurs-là tolèrent beaucoup moins la déformation à l'âge adulte. Donc la localisation, je viens de le dire, plus on est en lombaire, plus on aura un impact sur des éventuelles lombalgies chez un patient qui deviendra adulte. Et le retentissement postural et esthétique, c'est pas anodin. Les enfants s'en plaignent, les adolescents s'en plaignent de plus en plus. Et ensuite, dans la vie adulte, ça peut avoir un impact. Le fait de vraiment pas être équilibré sur le plan postural et le fait d'être déformé, notamment pour les filles, ça peut être impactant. Mais regardez par exemple sur ces deux enfants adolescents, elle est très impactée sur le plan frontal. Elle est très déviée. Elle a une courbure qui l'emmène beaucoup sur son côté gauche. Au contraire, lui, il a une courbure qui l'emmène peu dans le plan frontal, il est plutôt bien équilibré au-dessus de son bassin. Et finalement, lui, quand on le regarde de profil, lui, il a une syphoscoliose qui finalement, esthétiquement, elle le gêne beaucoup. Il a une déformation plus globale dans le plan sagittal. Et esthétiquement, il est gêné par cette syphose. Les deux facteurs prédictifs principaux qui vont impacter, bien sûr, le traitement, c'est la maturité squelettique et l'amplitude de la courbure. Alors, la diapo est en anglais, peu importe. C'est parce que tout ça, c'est issu d'une étude qui est ancienne, mais qui vraiment est encore d'actualité. Et elle a 35 ans, cette étude, même un peu plus. L'idée, c'est que on a une étude sur un gros pool de patients, 700 patients avec des scolioses entre 5 et 29 degrés. Ils ont suivi tous ces patients pendant toute la durée d'évolution. Et d'évolution de croissance, d'accord. Et ils ont défini à l'issue de tout ça 2 critères qui faisaient qu'on pouvait suspecter une progression de la scoliose. Et c'est premièrement le stade de Risser et deuxièmement, l'amplitude de la courbure au moment du suivi. On voit ici sur ce tableau à double entrée, ici les Risser 0 et 1, ici les Risser de 2 à 4, et là les courbures de moins de 20 degrés, et là les courbures entre 20 et 30 degrés. Ce qu'on voit, c'est qu'une courbure de faible amplitude, moins de 20 degrés chez un patient qui a déjà avancé sa puberté, le risque évolutif, il est très faible.
Au contraire, on a un risque 10 fois plus élevé si cette même courbure elle est chez un jeune qui est en phase prépubère, qui n'a pas encore terminé son pic de croissance pubertaire. Pardon. Et attention, avec une courbure au-delà de 20 degrés, chez un prépubère, on triple le risque d'évolution. D'accord? Donc, tout ça, c'est important à connaître. Une courbure importante, une puberté peu avancée, on est dans un critère d'évolution important de scoliose. Donc, comment on se comporte face à un adolescent ou un enfant, un préadolescent? L'examen clinique n'est pas normal. On a trouvé une gibbosité, on a trouvé une asymétrie du tronc. Soit il est symptomatique. Alors là, si on a des douleurs, des contractures, ça vaut le coup d'aller directement à une consultation spécialiste, avec une radio, bien sûr. C'est un cadre à part, c'est-à-dire les scolioses symptomatiques. On va rechercher s'il n'y a pas une autre cause à la scoliose. Est-ce que c'est pas autre chose qu'une scoliose idiopathique? Soit l'enfant est asymptomatique, le cas le plus fréquent. On a retrouvé une gibbosité, une asymétrie sur le tronc. On fait faire une radiographie EOS. À partir de là, on peut identifier une courbure. Si on identifie une courbure à moins de 10 degrés, alors là, on est peu inquiet, on rassure la famille. Et ce qu'on fait, c'est un simple suivi radiologique et clinique. On réexamine l'enfant 6 mois plus tard. Est-ce que la gibbosité, elle est identique? Est-ce qu'elle est plus importante? Et on refait une radio. Est-ce que la courbure progresse ou non? Dans le cas où on a un enfant avec une courbure entre 10 et 20 degrés, de la même manière, on peut suivre les choses. C'est-à-dire qu'on peut revoir l'enfant avec 4 ou 6 mois de recul en période de croissance pubertaire, en fonction de la date des premières règles, etc. On peut se projeter 4 ou 6 mois plus tard. Soit le médecin généraliste, il a l'habitude et qu'il est entraîné et qu'il veut prendre le temps de le faire, il n'y a pas de problème. Soit le médecin MPR ou orthopédiste qui a l'habitude de suivre des scolioses. On voit l'enfant, on le réexamine 4 à 6 mois plus tard. S'il y a des raideurs, s'il y a des troubles posturaux, on peut débuter la kinésithérapie. Le cas le plus fréquent, c'est quand même que pour l'instant, on ne fait rien. Et en cas de courbure au-delà de 20 degrés, là, ça vaut le coup d'avoir une consultation spécialisée parce que c'est à ce moment-là, quand on aura une courbure à plus de 20 degrés et ou une aggravation de scoliose de plus de 5 degrés sur 2 radios à 6 mois d'intervalle, que là, il va falloir traiter puisqu'on a une scoliose à plus de 20 degrés et avec une évolution de cette scoliose pendant la croissance. C'est là que le traitement va être introduit. Le traitement conservateur, c'est quoi? C'est généralement l'association de kinésithérapie et un traitement par corset. L'objectif, il est simple, c'est pas forcément de refaire venir en arrière et réaligner le rachis complètement, c'est simplement d'éviter l'aggravation de la courbure pour justement ne pas aller au traitement chirurgical. On sait qu'une courbure à plus de 30 degrés arrivant à l'âge adulte, elle va avoir encore un risque évolutif avec possiblement un pronostic fonctionnel avec des douleurs, notamment des lombalgies, mais également un pronostic esthétique, on en a parlé juste avant, d'une déformation qui va progresser et donc un tronc qui va être de plus en plus inesthétique. La kinésithérapie, non, si la courbure est de faible amplitude, moins de 1 degré et aucun symptôme, généralement, ça ne vaut pas le coup d'embêter les enfants avec la kinésithérapie. Par contre, une courbure faible, moins de 20 degrés, avec une raideur, avec des douleurs, ça vaut le coup de débuter pour justement traiter ces raideurs, faire des étirements, faire de l'autocorrection posturale pour essayer de corriger les mauvaises postures. Et oui, kinésithérapie indispensable avec le traitement par corset. L'objectif, c'est complémentaire du corset. Le corset va créer de la rigidité, va créer parfois même des points de douleur, de l'enraidissement. Et c'est là que le kiné, il a vraiment son rôle à jouer, c'est-à-dire étirer l'enfant, renforcer les muscles qui n'ont pas travaillé dans le corset, faire un travail respiratoire s'il y a une scoliose thoracique, faire des massages et accompagner l'enfant dans finalement la correction posturale. Le corset, il y en a plein, je vous en présente juste quelques-uns après. L'idée, c'est toujours le même, stopper l'aggravation de la courbure ou des courbures quand il y en a plusieurs pour éviter une intervention chirurgicale. C'est l'appréhension de toutes les familles. Quand on parle de scoliose, ils ont tous très peur qu'un jour il y ait une opération. L'idée, c'est qu'on fait tout pour ne pas y aller. Malheureusement, il y a des scolioses qui iront trop fort et qui vont dépasser le corset. Et c'est là qu'on intervient. Donc, comment on va stopper l'aggravation? En inversant les contraintes, finalement. On va modifier les contraintes. La scoliose, on a vu qu'avec le fameux cycle de Wetter-Volkmann, elle va exercer des contraintes asymétriques. Et l'objectif du corset, c'est justement de restituer des contraintes le plus symétriques possible pour essayer de casser ce cercle vicieux et éviter que les plaques de croissance s'altèrent un peu plus. Les principes du corset, c'est quoi? Il y a plusieurs principes, des principes actifs ou passifs. Actif, c'est qu'on va forcer l'enfant à traiter sa scoliose lui-même avec un auto-agrandissement. Il va se forcer à corriger avec de la place, de l'expansion possible dans le corset pour qu'il trouve une nouvelle position. Des principes plutôt passifs avec de l'élongation, simplement la force exercée par le corset de haut en bas peut allonger et lutter contre les mauvaises contraintes. Et un jeu, bien sûr, d'appui contre appui. On va voir sur les corsets avec les différentes valves, on peut appuyer à différents endroits pour pousser la scoliose et essayer de corriger la déformation. Il y a plein d'autres principes, il y a plein de types de corsets en fonction des régions, en fonction des écoles dans lesquelles on est formé.
Mais l'idée est toujours la même, c'est de modifier les contraintes pour permettre de stopper l'aggravation. Le traitement par corset, il est généralement à temps plein, c'est ce qu'il faut retenir, c'est un traitement temps plein, jour et nuit. On dit qu'il faut au minimum 18 heures sur 24 pour avoir un traitement efficace. Si possible, on peut même aller jusqu'à 23 heures sur 24 si les enfants le tolèrent, il n'y a pas de problème, 1 heure de liberté dans la journée pour la douche et puis le repas du soir, ça peut suffire. Des fois, ils sont très tolérants, donc on leur dit bien sûr au maximum. Quelques exemples ici, un corset de Milwaukee qui s'utilise plutôt chez des enfants très jeunes avec une contrainte en auto-agrandissement. On va pousser carrément la tête vers le haut. L'objectif, c'est de mettre un mât et une mentonnière pour éviter que l'enfant touche et puis qu'il puisse s'agrandir tout seul. Ça s'utilise quand même peut-être un peu moins que les autres corsets et surtout chez les enfants très jeunes. Des corsets très fréquemment utilisés, qu'on appelle souvent chenot, vous avez peut-être déjà entendu ça, ou CTM, hein, c'est des corsets en polyéthylène qui font un jeu d'appui et contre-appui. C'est-à-dire que si on regarde la scoliose ici, de dos, on va voir qu'il y a une courbure ici, une autre ici, et l'objectif, ça va être de pousser à différents endroits, avec différents appuis en polyéthylène, pour exercer des contraintes et permettre au contraire des chambres d'expansion. C'est-à-dire qu'ici, il y a des trous, il y a des valves ouvertes qui permettent à l'adolescent de corriger et de réutiliser la place qui est disponible, de fuir le corset là où il appuie et de s'expandre là où il y a de la place. Un autre exemple, celui-là est pas mal utilisé en région lyonnaise, hein, le corset lyonnais, qui lui va être articulé sur un mât en arrière, un mât rigide, avec différentes valves qui vont agir un peu de la même manière que le corset de chenot, avec des appuis contre appuis, et qui va également forcer à l'autocorrection. Ça s'utilise aussi parfois chez les très jeunes, après une phase de plâtre, qui est quand même un peu contraignante, qui se fait de moins en moins. Un corset à part, l'hypercorrection nocturne, qui peut être utilisé dans des courbures lombaires isolées, avec des courbures de faible amplitude. Finalement, un corset utilisé chez les enfants qui ont une courbure unique en lombaire et qui ont un défaut d'observance, notamment la journée, qui ne va pas porter un corset pour aller au collège. Et on peut utiliser ce type de corset la nuit. C'est un bon outil. Comment est confectionné un corset? Ça se fait sur mesure. Le corset, c'est un traitement qui est fait adapté à l'enfant, qui est unique pour chaque enfant. Aujourd'hui, le moulage, il est très majoritairement numérique, hein. On fait une empreinte 3D externe. Des orthoprothésistes qui travaillent avec nous, ils font ça avec un scan externe du tronc. Ils tournent autour de l'enfant. Ils peuvent faire une modélisation de la forme externe du tronc. À partir de là, ils vont faire un positif qui va permettre de mouler le corset, le thermoformer avec le polyéthylène. Ensuite, ils font des essayages et ils font des retouches autant que nécessaire pour que le corset soit confortable et surtout qu'il soit efficace. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on retrouve une radio sous corset qui corrige les courbures pour affirmer que le corset est efficace et qu'on va pouvoir l'utiliser pendant toute la période de croissance. Les facteurs de bons résultats d'un traitement par corset, il y en a 3 principalement. C'est l'observance. C'est pour ça qu'il faut absolument convaincre les adolescents que c'est pour leur bien, que c'est leur traitement, c'est eux qui traitent la scoliose. Nous, on les oriente, on les guide, on les contrôle, mais c'est eux qui corrigent la scoliose avec le corset. D'accord? C'est le premier facteur de bon résultat, l'observance. Deuxième facteur, la qualité de la réduction une fois que l'enfant est dans le corset. Ici, par exemple, une scoliose qui peut paraître assez impressionnante déjà sans corset. Finalement, quand on met dans le corset, l'enfant, il est bien réduit. Ça ne veut pas dire que ça va rester comme ça. Quand on enlève le corset, il y a une partie de la courbure qui va revenir. Mais ce qui est sûr, c'est que quand il est dans le corset, il grandit avec des contraintes symétriques sur sa colonne. Et donc, si on le porte 18 heures sur 24, 18 heures sur 24, l'enfant, sa colonne, elle est dans cette position et non pas dans celle-là. Et ensuite, bien sûr, c'est la durée de port du corset. Il y a des études qui ont été faites qui prouvent qu'on augmente le taux de bon résultat avec le nombre d'heures portées par jour. Et au-delà de 18 heures, on sait qu'on est quand même à 90% de bons résultats du traitement par corset, ce qui permet déjà de rassurer l'enfant, de rassurer la famille en disant que finalement, 90% des enfants qui portent bien leur corset, on n'aura pas besoin de les opérer. Quand est-ce qu'on arrête le traitement par corset? Uniquement quand on est sûr que la maturité squelettique est suffisante et qu'on risque pas de voir la scoliose reprendre une évolution. Donc, en général, ça se place 2 ans après les premières règles chez les filles et quand la croissance du tronc est inférieure à 1 cm par an. J'ai remis ce graphique qui montre que le pic pubertaire, il est là en rouge, la croissance accélère, on a jusqu'à 5 cm par an dans le rachis, et puis elle diminue. Et quand on arrive en fin de croissance, notamment quand on arrive à un stade RICR 4 ou 5, on a une vitesse de croissance de la colonne qui est de moins de 1 cm par an, et c'est à ce moment-là qu'on est rassuré, qu'on sait que le corset, il a moins d'intérêt, voire qu'il est inutile. Quelques messages pour résumer ce que j'ai dit aujourd'hui. Le dépistage, il doit être précoce. C'est fondamental d'essayer de rechercher une asymétrie du tronc, parce que plus on dépiste précocement,
on va confirmer rapidement à la radio et donc plus on va pouvoir traiter rapidement. Quand on a dépisté une scoliose, il faut savoir, si possible, classer, retrouver le nombre de courbures et les localiser correctement. Ça nous permet d'avoir une idée du pronostic, d'accord? Notamment, bien comprendre que les scolioses en zone lombaire ont un mauvais pronostic, d'accord? Donc, il faut retenir quand même ça, c'est que les scolioses thoraciques qui sont les plus fréquentes sont plutôt de bons pronostics. Les scolioses, dès qu'elles ont un impact en lombaire, elles sont plutôt de mauvais pronostics. La kinésithérapie, c'est un bon traitement, soit au début tout seul, soit en accompagnement, d'accord? S'il y a des douleurs, des raideurs, et s'il y a un traitement par corset, il faut que ça accompagne le corset. Le traitement orthopédique, on va le réaliser uniquement si la courbure elle fait plus de 20 degrés et qu'elle est évolutive. C'est-à-dire que si on trouve 2 radios de suivi avec plus de 5 degrés d'évolution à 6 mois d'intervalle, on peut se permettre d'introduire le traitement parce qu'on a une scoliose qui va évoluer et donc il faut contrôler. L'objectif, c'est de stopper l'aggravation des courbures avec un objectif schématique en 30 degrés en fin de croissance qui nous permettra d'éviter de parler d'intervention. Et ce traitement orthopédique, il est dose dépendant. L'enfant doit le porter au maximum pour avoir un maximum de résultats, sans quoi on risque de le revoir, mais dans des conditions plus défavorables. Voilà, je vous remercie.